Critique des principes de l'économie classique ou libérale. L'économie classique, fondée sur l'accumulation, devient une logique de prédation. Parmi les auteurs critiques de cette forme d'économie, on va rencontrer Thorstein Veblen dans la théorie de la classe de loisirs, Rosa Luxemburg pour l'accumulation du capital, John Kenneth Galbraith pour la prédation économique moderne, Johan Robinson pour le nouveau mercantilisme, Michel Voll pour la production à coût fixe comme levier de la production, Cédric Durand pour l'appropriation des données comme facteur de prédation, Michael Hudson pour la dette comme levier de la prédation, Christophe Petit, Moritz Lazaretto et David Graeber pour la dette comme système de pouvoir, enfin Ernst Lohoff et Norbert Renkel pour le capital fictif et la grande dévalorisation. Pour Thorstein Veblen, l'apparition de la prédation répond au désir d'amasser, d'organiser un système d'accumulation pour faire émerger sa supériorité et obtenir les faveurs des classes supérieures, dans une société de concurrence entre les hommes et alimenter les valeurs antagonistes. La prédation a pour origine les sources historiques de l'humanité, lorsque les hommes adoptèrent la coutume de s'accaparer les femmes comme profit au détriment des vaincus. De l'exploitation des femmes et des esclaves, la propriété personnelle gagne toutes les dimensions économiques afin d'affirmer le pouvoir du propriétaire, modifiant les relations sociales en conflit perpétuel qui conduit à la prédation. L'influence normative, l'influence informationnelle, la sensibilité au prix de prestige, le désir d'unicité, la recherche du succès, la recherche du bonheur conduit à une forme de consommation que l'on peut définir comme étant ostentatoire, qui montre l'importance d'autrui dans cette forme de consommation, l'hédonisme matérialiste de celle-ci et la démonstration d'un statut social à travers la consommation ostentatoire. L'effet Veblen traduit une élasticité positive selon une courbe de l'offre dans laquelle le prix augmente, la demande suit cette courbe de prix. Pour Johan Robinson, dans le nouveau mercantilisme, les États, portés par des politiques industrielles et la spécialisation internationale de la qualité, associés à des démarches de diplomatie et de guerre, dans le cadre de complexes militaro-industriels, produisent des excédents extérieurs comme forme d'accumulation de richesses dans le but d'accaparer des positions dans la hiérarchie internationale du pouvoir. La production à coût fixe comme levier de la production ou fonction de coût traduit une forme d'économie dans laquelle des rendements d'échelle croissants deviennent la condition de la performance. Dans une telle économie, il s'agit d'explorer l'hypothèse maximale du rendement croissant des investissements et intégrer la dimension nulle du coût marginal. Dans cette condition, la fonction de coût se limite à un coût fixe qui est représenté par les coûts de recherche et de développement et les coûts relatifs aux investissements requis pour assurer la production. Michael Hudson, dans la structuration de la dette, dédie tous ses travaux scientifiques à l'étude de la dette, tant domestique comme les prêts, les hypothèques et les paiements d'intérêts que les dettes extérieures. Dans son livre Dette, rente et prédation néolibérale, il soutient sa position sur les prêts et les dettes en augmentation régulière, qui surpassent les profits de l'économie de l'espace productif et deviennent néfastes pour les États et pour ceux qui en dépendent en s'endettant. L'argent ainsi emprunté contribue à rembourser les créanciers et non à investir dans la production de biens et de services. Les économies ont comme finalité de rembourser leurs dettes en thésaurisant toujours plus. Dans une saine économie, l'épargne réalisée et le nouveau crédit bancaire sont destinés à des investissements productifs, mais pas simplement alloués pour donner naissance à de nouvelles dettes. L'investissement productif issu de l'épargne doit favoriser une croissance productive plus rapide que la croissance de la dette pour assurer la survie des acteurs économiques, car les créanciers sont censés investir leurs capitaux sur des marchés productifs en expansion et non pour transmettre la propriété de leurs actifs et de leurs richesses. Karl Polanyi, dans la grande transformation, évoque la notion de réencastrement des impératifs économiques à des valeurs sociétales qui devraient inclure, dans l'idéal, le bien-être, l'équité et la participation de tous aux affaires publiques. Les analyses de Karl Polanyi montrent que sauver la liberté implique un réencastrement de l'économie dans le social pour gagner la liberté dans une société complexe. Il ne s'agit plus de vouloir fonder les relations économiques et sociales sur le seul intérêt personnel. Ce n'est donc pas l'économie qui doit primer sur le social et ses diverses dimensions culturelles ou morales, mais l'inverse. Il s'agit alors de repenser la paix et la liberté dans la société industrielle, non en abolissant les marchés, mais en les soumettant à d'autres exigences que ceux du profit.